Quelque part sur les hauts plateaux du Vercors, le temps et l'eau sont à l'œuvre depuis des siècles. L'ouvrage est colossal. Il est fait de pierres, de failles, de colonnes et de fractures aux dimensions inhumaines. En bas, une rivière souterraine sculpte depuis la nuit des temps d'immenses galeries. Du fond, le grondement sourd de ces cascades retentit et l'écho emprisonné depuis toujours continue de résonner dans ces couloirs obscurs. Plus loin, l'eau façonne dans la roche une voie royale. C'est la rivière sans étoiles. Elle est là, au milieu, elle coule vers la lumière, vers les cuves, sous ces cathédrales de pierre emportant avec elle l'histoire des hommes. Là, quelque part, sous la montagne, il y a une rivière. Ou bien, n'est-ce qu'un rêve, une illusion ? Le 24 mai 1953, lors d'une prospection sur les hauts plateaux du Vercors, une équipe de jeunes spéléologues grenoblois découvre un gouffre prometteur au-dessus de la commune d'Engins. Ce jour-là, alors que rien ne laissait supposer la présence d'un tel réseau sur ce versant de la montagne, le gouffre Berger entre dans l'histoire. Tout commence ici, à Sassenage, à quelques kilomètres de Grenoble. Une bourgade dont l'histoire est liée au Gerbe, ce petit ruisseau tumultueux qui prend sa source au pied de la montagne, au lieu dit les Cuves. Du porche de cette grotte résurge une rivière dont l'origine reste inconnue. Les quelques galeries à peine explorées par l'homme depuis le XVIIe siècle n'ont rien d'engageant. On dit que derrière s'étend le royaume de Mélusine. Nous sommes en 1995. Un groupe composé de spéléologues de l'Essonne et de l'Isère décide de remonter le temps jusqu'aux sources d'une des plus grandes épopées de la spéléologie française. Après, en redescendant, nous allons passer par la galerie des enfers. Son nom est dû à la force de l'eau. Il faut savoir que dans cette galerie, elle est capable de monter de 15 cm à la minute. Nous sommes actuellement dans la salle Saint-Bruno. Cette salle doit son nom à un groupe de spéléos de la place Saint-Bruno à Grenoble qui l'a découverte en 1947. Pour continuer, il faut, équipé en spéléo bien sûr, suivre cette direction. Alors il faut savoir aussi que dans cette grotte se rattache une vieille légende, la légende de Mélusine. Mélusine était une paysanne de Sassenage et elle consentit un jour à épouser un des fils Raymondin. Ils habitaient donc le château de Béranger, un peu plus bas dans Sassenage. Elle consentit à l'épouser à une seule condition, c'est que le samedi soir, elle puisse rester seule. Et à cette époque, ça ne se faisait pas trop. Mais il était obligé et il accepta. Et un samedi soir, rongé par la jalousie, il l'a suivie. Il l'a découvert alors, transformée en sirène, dans une baignoire. En 1946, quelques jeunes gens de Grenoble, attirés par l'étrangeté des lieux, s'intéressent au royaume de Mélusine. Ils commencent l'exploration systématique des lieux et, le 27 octobre 1947, découvrent, en passant une étroiture sous un bloc, une continuation inespérée. Mathieu, Emas, Berger et Franchini ne se doutent pas alors qu'ils viennent d'ouvrir la voie vers l'une des plus grandes aventures de la spéléologie française.
La découverte qu'ils viennent de faire et les explorations menées ensuite jusqu'en 1951 permettent de construire une équipe soudée par l'esprit d'exploration. Georges Marie, cinéaste et photographe chevronné, se joint à eux. Ensemble, ils réalisent dans les grottes de la région le film Rivière sans étoiles, qui reflète leurs rêves et leur espoir de découverte. Cependant, cette rivière tant convoitée leur échappe toujours. Le plateau de Saint-Nizier, juste au-dessus des cuves, est alors exploré de fond en comble, mais en vain. De l'autre côté, sur les hauteurs de Sornin, rien n'a vraiment jamais été fouillé, car on imagine mal une rivière passer sous l'autre. Et pourtant, au dire de certains chasseurs montagnards, les gouffres y seraient nombreux. Le 24 mai 1953, un petit groupe se disperse sur le plateau de Sornin, non loin d'une dépression appelée les Clapiers. On s'est dit, bon, on va faire le plateau en partant du P2. Là, on s'est séparés, puis bon, on a descendu un peu tout ce qui se passait sur le parcours. On pensait que le collecteur était dans la cuvette de Sornin. Quand on regarde la cuvette, on se dit, bon, le collecteur, il va par là, quoi. Donc, on suivait cette ligne. Ouais. On faisait deux groupes qui avançaient en parallèle, quoi. On était peut-être à 40-50 jours. On avait fait un puits qui est à 100 mètres, 150 mètres du berger, quoi, qui donnait rien. On est arrivé vers le gouffre, vers la petite dalle. Cadou y était avec son équipe, il venait de casser la croûte. Il est parti jusqu'au moment où on arrivait. Ils sont allés du côté des falaises, c'est là qu'il a trouvé la grotte Cadou. Hein? Et pendant que les gars mangeaient, moi je suis descendu dans le trou où on était tous autour. Et puis bon, il y avait un cône de neige. Coup de bol, j'ai fait filer la neige dans le haut du Diaclase, et puis j'ai commencé à lancer des pierres. Oui, parce que le puits est juste derrière. Oui. Alors les premières pierres qui tombaient, prenaient la descente. Alors soit ça s'arrêtait en bas du ruisseau, hein, sur le cône de neige, soit si suivant comment on les lançait, si on lançait les pierres assez loin, elle prenait la cascade, puisque c'était une cascade de glace qui descendait jusqu'à moins 90. Hein, et bon, à ce moment-là, quand on entendait arriver à moins 90, ça faisait déjà quelques secondes que la pierre était partie. Hein. On imagine alors aisément avec quel enthousiasme vont se faire les préparatifs d'une véritable expédition. Le 13 juillet 1953, une équipe renforcée retourne au gouffre et commence une descente vertigineuse. Le méandre qui suit le puits du Cairn est rapidement avalé. Les baptêmes se succèdent et les puits prennent les noms de leurs premiers explorateurs. Puy Ruiz, Puy Gontard, Puy Garby et enfin le Puy Aldo. On ne descendait jamais tous, il y avait toujours quelqu'un au haut du puits pour assurer à la remontée. Le puits Gontard, il porte le nom de Gontard parce que le pauvre, il est resté des journées entières sur le petit... Hein, le relais du puits Gontard, il n'est pas Jojo. Hein. En bas du puits Aldo, à moins de 156 mètres sous terre, les parois se referment. C'est peut-être la fin de leurs espoirs. Garby et Cadou découvrent pourtant une lucarne et s'y engouffrent. Derrière, c'est immense. Ils restent sans voix. Sous leurs yeux s'ouvre un vide gigantesque, une cathédrale souterraine. Au fond coule une rivière. Perdus sous les hauts plateaux du Vercors, dans ces couloirs obscurs, ils ont enfin trouvé le chemin qui mène au collecteur. Cette année-là, l'exploration s'arrêtera un petit peu plus loin, sur un plan d'eau obstruant toute la galerie, le lac Cadou. J'avais un peu de matériel qu'on avait fait pour fabriquer. Alors je suis parti avec 100 mètres d'échelle, 100 mètres de corde, et puis voilà. D'accord. Mais à l'époque, à l'époque, vous descendiez tout à l'échelle. Ah oui. Descente et remontée à l'échelle. Oui, oui. Par la suite,
à partir de 54-55, on descendait en rappel. On descendait sur la corde, mais on montait à l'échelle. Alors que là, au départ, vous descendiez sur l'échelle. Oui. D'accord. Au moment de la découverte, comme je le dis dans le petit papier que tu as lu, eh bien, le pied à le dos, j'ai lancé une échelle de 10 mètres. Ah oui, d'accord. Puis arrivé au bout des 10 mètres... Dans le puits Aldo? Oui, dans le puits Aldo. Qui fait 40 mètres. Oui. Alors, arrivé au bout des 10 mètres, j'ai constaté qu'il m'en fallait d'autres. Et heureusement, il y a Cadou qui rejoignait Aldo au sommet du puits à ce moment-là et qui apportait des échelles. Alors, il m'a envoyé d'autres, un train d'échelle de 40 mètres. Et à ce moment-là, j'ai pu le raccorder dans le vide. D'accord. Donc c'est toi, en fait, qui est arrivé le premier en bas du puits Aldo, oui. D'accord. De même, au bas du puits Garbi, c'est pourquoi il porte mon nom. Oui. Au bas de tous les puits, j'étais toujours en pointe. Ah bon, et pour avec Aldo. Ah oui. Mais on était topographe avec Cadou. Parce qu'on était topographe et ils nous envoyaient en tête. En tête, c'est les topographes d'abord. Il faut dire qu'à l'époque, on était relativement en forme. On était très en forme, tous les deux. En novembre 1953, ils reviennent au gouffre. Le lac est franchi à l'aide d'un canot. Derrière, la grande galerie continue. Ils traversent la salle Bourgin et atteignent la cascade du Petit Général. Cette cascade a été baptisée ainsi parce que Charles Petit-Didier a réalisé la coloration à la fluorescéine à cet endroit. Mais il l'a réalisé sans nous prévenir. À l'insu. Oui. À l'insu du groupe, on a été averti de cela en étant prévenu par les habitants de Sassenage que l'eau coulait vers. Maudit par le groupe, celui-ci leur aura pourtant rendu un fier service en démontrant la communication des eaux du gouffre berger avec les cuves de Sassenage. La porte est alors ouverte aux rêves les plus fous. Aux rêves où, pour la première fois, quelques hommes, héritiers de Jules Verne, arriveraient à traverser la montagne jusqu'aux cuves sur plus de 1000 mètres de profondeur. « 1954 sera enfin l'année des grandes explorations. L'organisation commence à ressembler à ces expéditions lointaines en Himalaya. Ils installent des bivouacs souterrains, une ligne de téléphone est déroulée sous terre et des tonnes de matériel sont descendues. Les équipes se relaient pour les pointes. Au bas d'un grand ébouli, fait de blocs gigantesques, la superbe salle des 13 est découverte. Il y avait le chevalier avec le canot qui était devant, j'étais avec Pels derrière, et puis ils ont mis des bouts de carbure dans les bassins, ils ont allumé. On s'est assis, on était assis tous les deux sur les blocs, on était là. Ça c'est la vache impression. Ça. Tu te souviens? Ça c'est vous qui allé au bord des trucs. Moi je l'ai pas vu parce que moi je mettais des bouts de carbure. Oui, tu mettais des bouts de carbure, mais nous on a eu le spectacle, hein, vraiment le spectacle, c'était fabuleux. Plus loin, en contournant une gerbe d'eau émergeant d'un trou au plafond, la rivière est retrouvée. Elle file dans un étroit corridor et se transforme en un véritable canyon souterrain où la progression est très aquatique. À moins 712 mètres sous terre, tout près du record du monde de profondeur, Cadou et Garbi sont arrêtés en haut d'une grande cascade, la cascade Claudine. L'un d'entre nous, de Bretizel, a essayé de descendre. Mais au bout de 4 à 5 mètres,
Il ne pouvait pas réussir à se tenir à l'échelle lui-même et on ne pouvait pas le retenir suffisamment en l'assurant. La descente y est impossible hors du jet d'eau sans l'apport d'un mât pour dévier l'équipement. Il faudra revenir. Là, j'ai pris un croquis très rapide des lieux et j'ai donné les éléments à Fernand Best qui a fabriqué tout le matériel. Ce sera chose faite en septembre de cette même année. La Claudine vaincue, c'est le record du monde de profondeur qui est battu, à moins 740 mètres sous terre. Et c'est aussi la gloire, pour des spéléologues encore inconnus, des grands explorateurs de ce monde. Mais le gouffre continue, et rien ne semble plus pouvoir les arrêter. La cote de moins 903 mètres sous terre est atteinte en 1954. On nous demandait des explications sur moins 500 par exemple, et quand il répondait, on n'est pas à moins 500, on est à 640. Alors bon, ça a accroché encore un peu plus, il nous demandait des explications sur 640, mais non, on est à 705. Alors ça a créé un certain malaise dans certains milieux. Vous faites une topographie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est comme preuve que vous faites une topographie valable. En 1955, une autre grande expédition permet d'atteindre moins 985 mètres de profondeur, juste en haut d'un obstacle titanesque, une cascade de 50 mètres de hauteur surnommée l'Ouragan. Et pas seulement l'aspect de pour pouvoir en parler, pas seulement l'atteinte d'un objectif souterrain, mais également la joie et le plaisir de nous retrouver toute une bande de copains, quoi. Nous, on était la première équipe où il y avait vraiment une équipe où il n'y avait pas de patron. On s'est fait pas mal critiquer par des spéléos, là, parce qu'on avait mis nos noms dans le livre. Et finalement, je crois que c'est que quand on le voit 40 ans plus tard, c'est un truc sensationnel parce que tous ceux qui ont participé vraiment à l'équipe ont tous leur nom dans le livre. C'est enfin en 1956 que l'assaut final sera donné au cours d'une grande expédition internationale. Nous étions très nombreux, il y avait beaucoup d'étrangers que nous avions invités. C'était vraiment la grosse organisation et on était très absorbés par l'ensemble des manœuvres, l'ensemble de toutes les opérations qu'il fallait bien enchaîner. Il y avait 34 personnes dans le gouffre en 1956 en même temps, à différents niveaux. Et il y en a qui sont restés 18 jours. La préparation a duré 15 jours en 1956. On est remonté 3 jours et on est redescendu pour 18 jours. C'est plus le gouffre berger, c'est un poulailler. Il y en a sur tous les barreaux. Le 3 août 1956, le fond du monde est atteint à la cote de moins 1122 mètres sous la surface. Jamais l'homme n'était descendu aussi profond sous terre. Au-delà de l'exploit qui ici dépasse de loin tout ce que les hommes pouvaient imaginer, Jean Cadou dira plus tard « Nous ne sommes pas un groupe de sportifs réunis par un goût commun, mais une poignée d'amis que lie une confiance totale. » Tu dis, mais on était fous, c'était de la folie, ou est-ce que si c'était à refaire, tu le referais sans problème? C'est au même âge.
Oui. Oui, bien sûr. Avec les mêmes possibilités physiques, ben, je le referais.